cette espèce de canard comme quoi les forces de Bachar el-Assad utilisaient des armes au gaz contre les rebelles. Pourquoi une espèce de canard? Parce qu'il a été démontré dans toute une série de publications, y compris des publications américaines du MIT, que ces armes à gaz venaient des zones terroristes. Donc voilà, on le sait maintenant. Donc ils ont d'une certaine manière... Enfin, tout le monde n'a pas le même degré de certitude que vous. Non, mais j'entends que vous avez cette certitude. Je ne dis pas non plus que l'armée syrienne n'est pas aussi utilisée. Mais je dis que dans l'incident qui a été monté en épingle à la fin de l'été 2013, il est maintenant démontré que cet incident est beaucoup plus lié au groupe d'opposition, au groupe terroriste, qu'à l'armée syrienne. C'est-à-dire l'utilisation des armes chimiques qui avait déclenché, qui était la ligne rouge. Oui, tout à fait. Qui devait déclencher la riposte d'Obama. Il n'y avait que la France. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de riposte. Il n'y a pas eu de riposte. Les Américains l'ont pas fait. Et vous voulez expliquer le refus d'Obama de respecter en quelque sorte son engagement par le fait, selon vous, qu'il y a des preuves absolument évidentes que ces armes chimiques sérieuses. Il y a des preuves sérieuses. Alors, ceci ne disculpe pas l'armée syrienne de l'utilisation d'armes chimiques dans d'autres cas, c'est très clair, mais dans ce cas précis, oui, il y a des preuves sérieuses que ce n'est pas l'armée syrienne qui a utilisé ces armes chimiques. Et quand il y a eu la proposition faite par Vladimir Poutine... C'est un fait qui est maintenant admis à l'unanimité ou... Si vous voulez, un certain nombre de sources militaires ou proches des militaires, il y a des documents du MIT qui sont extrêmement clairs là-dessus. Donc, le résultat, c'est que quand la Russie a proposé de prendre toutes les armes chimiques qu'il y avait en Syrie, qui étaient encore sous le contrôle du gouvernement de Bachar el-Assad, et de les détruire, cela a été accepté par les Américains. Et c'est là, je pense, le premier cas où on a vu que les Occidentaux, les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands, etc., écoutez effectivement ce que disait la Russie, écoutez ce que disait Poutine. Je regrette que sur toute une série de terrains, il ne l'ait pas fait plus tôt, et on le voit aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais ce que dit Barack Obama à l'ONU cet après-midi, c'est qu'il est pour lui hors de question de discuter avec Bachar el-Assad, un tyran qui massacre des enfants innocents. Ce qu'il a dit juste avant Poutine, donc il n'est pas sur la ligne... d'une vaste coalition antiterroriste. Mais son ministre des Affaires étrangères, Kerry, a dit que, d'une certaine manière, il était prêt à discuter avec tout le monde, y compris Bachar el-Assad. Et donc, de ce point de vue-là, je comprends d'ailleurs que le président américain soit gêné, parce que c'est, si ce n'est un demi-tour, en tous les cas, c'est un virage assez important par rapport à sa position. Mais on voit d'ailleurs que Mme Merkel a dit qu'elle était prête à négocier, y compris avec Bachar. Même chose pour M. David Cameron. Donc, il y a une tendance générale qui se dessine aujourd'hui et on va vers, je pense, une espèce, si ce n'est d'alliance, une espèce de front qui sera contre l'organisation qui se fait appeler aujourd'hui l'État islamique. François Hollande reste ferme. François Hollande vient de dire qu'il n'était pas question. Nul ne peut imaginer une solution politique avec le président syrien. La position de la France n'a pas changé, vient de dire François Hollande. Très bien, mais il est le seul. Mais les migrants, quand on les interroge, ceux qui arrivent en Allemagne et en Europe, ils disent qu'ils fuient plus Bachar el-Assad que Daesh. Ils disent que moi j'étais à Alep, et notre gouvernement nous bombarde, et donc on fuit. Si vous voulez, les gens d'Alep disent cela, les gens qui sont ailleurs tiennent un autre discours. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une guerre civile qui est extrêmement violente, dans laquelle il est clair que l'armée syrienne a commis de multiples exactions qui seraient, le cas échéant, passibles du tribunal pénal international. Mais aujourd'hui, nous avons en face de nous un ennemi qui est pire. Et donc, nous sommes, grosso modo, dans la situation en 1941. Hitler attaque Staline, attaque l'Union soviétique, et vous savez ce qu'a dit Churchill à ce moment-là, quand on lui demandait « mais pourquoi vous êtes-vous précipité à la Chambre des communes pour faire un discours où vous tendiez la main à Staline ?» Il a dit « si Hitler avait attaqué le diable, je me serais débrouillé pour avoir un mot sympathique pour le diable. » C'est très exactement la situation dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hitler, c'est l'État islamique et Bachar el-Assad, c'est Staline ? Les comparaisons historiques ne valent que ça valent les comparaisons historiques. Mais je dirais qu'il faut se souvenir de ce genre de discours
pour savoir ce que les dirigeants, que ce soit les dirigeants russes ou les dirigeants européens ou les dirigeants américains, ont dans la tête aujourd'hui. Mais est-ce qu'on Ça peut veut dire imaginer... que vous donnez tort à François Hollande, qui fait un peu cavalier seul. Oui, et après. Non, mais c'est juste Mais une après, question. justement, après, Donc est-ce il est que dans la l'erreur. France... Il est totalement dans l'erreur, François Hollande. Oui, il a un temps de retard. Je pense, oui, que malheureusement, la diplomatie française a effectivement Et un temps de aujourd'hui, retard. Mais comment vous dirigeant du l'expliquez Comment vous l'expliquez Parce que François Hollande était le président qui était prêt à attaquer la Syrie, avec Obama qui, au dernier moment, s'est retiré. Mais je pense que Barack Obama a une vision peut-être plus réaliste des choses et il a compris que l'attaque contre la Syrie directement aurait des conséquences incalculables sur la région. Et c'est pour cela qu'il s'est arrêté, c'est pour ça qu'il a hésité. Vous savez, nous ne jouons pas dans la même catégorie que les États-Unis, en tous les cas en termes de puissance militaire, ça c'est très clair. Bien. Et de ce point de vue-là, plus vous avez de moyens, plus vous êtes obligé de tenir compte des conséquences qu'aurait l'application de vos moyens. Jacques Sapir, l'invité du Club de la Presse d'Europe 1. On revient dans un instant après. Sapir, interrogé ce soir par Catherine Ney, Arlette Chabot et Axel de Tarlet. Jacques Sapir, est-ce qu'on peut vous résumer ainsi, économiste anti-euro et pro-Poutine? Si vous voulez, mais je pense que je suis aussi un économiste qui est surtout un spécialiste d'abord de l'Union soviétique puis de la Russie. Et puis qui regarde les choses sur la construction européenne avec un regard effectivement un petit peu critique. Un petit peu critique, vous voulez juste qu'on sorte de l'euro et on va en parler longuement, mais on reste un petit peu sur Poutine. Vous avez dit, certes il est un petit peu brutal, non vous avez dit il est d'une grande brutalité certes, mais il est sincère. Oui. Et est-ce que ça excuse tout ? Ce qui se passe à l'est de l'Ukraine. Ça n'explique pas tout, mais si vous voulez, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas écouté Vladimir Poutine quand il a parlé à plusieurs reprises, en 2005, en 2007, en particulier le fameux discours qu'il avait prononcé à la conférence de Munich en février 2007, si vous voulez, cette conférence qui portait sur des questions internationales. Et à ce moment-là, il avait dit, si certains pays, et il visait les États-Unis, ont comme vision du droit international ce qui nous arrange, et non pas une vision plus générale de ce qu'est le droit international, cela va conduire à des drames et à des problèmes sans fin dans le monde. Et cela, il faut le comprendre, il faut l'entendre. Ce que demande la Russie, que ce soit par la voix de Vladimir Poutine, ou par la voix de Dmitri Medvedev, ou par la voix de M. Lavrov, qui est très certainement l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères aujourd'hui, c'est tout simplement que l'on s'entende sur des principes du droit international et que l'on n'ait pas cette espèce de droit international à géométrie variable, ce qui existe malgré tout, que beaucoup trop dans toute une série de est-ce que crises. lui-même ne le bafoue pas, ce droit international ? Avec son action en Ukraine, Vous avez deux interprétations qui sont possibles. La première qui consiste à dire, ben voilà, on avait bafoué le droit international au Kosovo, il a décidé de faire la même chose en Ukraine. Je pense que la question est en réalité nettement plus compliquée. Nous sommes tous d'accord qu'il y a eu l'équivalent d'une révolution en Ukraine, c'est-à-dire une interruption de l'ordre constitutionnel existant. Or, le gouvernement qui est issu de cette révolution, même si cette révolution, il y a eu d'énormes manipulations, et on sait aujourd'hui qu'une grande partie des snipers sur la place Maïdan, ils tiraient depuis le camp des insurgés contre les gens qui défendaient le président. Bon, mais passons là-dessus. Nous avons une interruption de l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? vous voulez dire que le président a été chassé ? Le président a été chassé. On appelle à une constituante. On ne prétend pas immédiatement reprendre le pouvoir et reprendre la totalité des lois qui existaient avant. Si vous voulez, quand vous avez une interruption de l'ordre constitutionnel, elle vaut pour tous ou elle ne vaut pour aucun. Donc, soit on dit les lois constitutionnelles de l'Ukraine s'appliquent, et à ce moment-là, il faut dire c'est M. Yanukovych qui est toujours le président de l'Ukraine. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il devait partir 2 mois après, si vous voulez. Soit on dit, eh bien, oui, il y a eu une révolution, et à ce moment-là, on reconnaît qu'il y a un vide constitutionnel, et la grande faute du gouvernement de Kiev, c'est de ne pas avoir pris cette question au sérieux et de ne pas avoir proposé, en particulier
aux populations de l'Est de l'Ukraine une nouvelle constitution redéfinissant à ce moment-là leur statut et leur autonomie. Et ça donne le droit à Poutine d'annexer la Crimée, de bombarder Donetsk, d'envoyer son armée... Monsieur Poutine n'a pas bombardé Donetsk, c'est les forces de Kiev qui ont bombardé Donetsk. Et ça, j'ai eu suffisamment de contacts avec différents journalistes qui sont sur place sur les bombardements qui ont été faits par l'armée ukrainienne. En ce qui concerne la Crimée, oui, bien sûr, on peut toujours dire le référendum qui a été fait, il a été fait sous l'autorité des troupes russes. Mais d'une certaine manière, les troupes russes, elles étaient déjà présentes en Crimée. Il ne faut jamais l'oublier. Il y avait des troupes russes qui étaient d'ores et déjà présentes et qui étaient présentes dans le cadre d'un accord qui était reconnu par la communauté internationale. Il y a eu un référendum. On sait très bien que les partisans du rattachement à la Russie ont largement gagné ce référendum. Tous les journalistes qui ont interviewé des gens en Crimée disent oui, il y a des gens, il y a des opposants, il y a quelques Tatars de Crimée qui sont contre, mais ces oppositions ne doivent pas représenter plus de 15 à 20% de la population de Crimée. La population de Crimée s'est massivement prononcée pour le rattachement à la Russie. Et il paraît qu'elle le regrette maintenant ? Ça, je ne crois pas. Mais pour revenir sur ce qui s'est passé en Syrie, est-ce que vous diriez que la diplomatie du Kremlin est en train d'éclipser la diplomatie américaine et que quelque part vous en réjouissez parce que vous estimez que le Kremlin gère mieux les affaires du monde que ne le ferait un Obama ou que le feraient les Américains? Je ne crois pas du tout que la diplomatie russe éclipse la diplomatie américaine. Quoi que je puisse penser de certains avantages que peut avoir la diplomatie russe sur la diplomatie américaine, je reconnais que les États-Unis ont une puissance économique et une puissance militaire qui est sans comparaison avec d'autres pays. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'on voit que ce n'est pas simplement la diplomatie russe, c'est la diplomatie d'une espèce d'alliance qui ajoute à la Russie la Chine, parfois l'Inde, parfois le Brésil, et que ceci représente d'une certaine manière les pays non occidentaux, sauf la Russie qui est à l'évidence un pays occidental, mais les pays non occidentaux du monde, et que ces pays ne sont pas du même avis que les États-Unis. Or, n'oublions jamais, la Chine, 1,4 milliard, 1,5 milliard habitants. Vous savez que les chiffres chinois sont grosso modo à 80 millions près. L'Inde, à peu de choses près, les mêmes chiffres. Donc aujourd'hui, ces pays pèsent considérablement. Et donc, je dis, il faut les écouter. Mais ça veut dire que demain, il y aura par nécessité d'une alliance, guillemets, ou d'une coopération entre la Russie et les États-Unis, ou bien est-ce qu'au contraire, vous imaginez qu'il va y avoir, je ne vais pas dire une guerre froide, mais une cassure, et risque de cassure entre les deux? Nous sommes d'ores et déjà dans une situation de cassure. Ça, c'est très clair. Après, qu'est-ce que disent les Russes? Les Russes appellent en réalité leurs homologues américains pour dire il faut que l'on surmonte les problèmes et que l'on trouve un modus vivendi. Bien sûr, on ne sera pas d'accord sur tous les sujets. Nous aurons toujours des points de désaccord. Mais il faut que l'on apprenne à gérer de manière civilisée ces désaccords. Et les Américains entendent, selon vous? Ou votre scepticisme permanent à l'égard des États-Unis vous conduit à penser que non? Autant je pense que sous Madame Hillary Clinton, il y avait une certaine oreille de sourd de la part des États-Unis. Avec John Kerry, on peut penser qu'il y a plus d'écoute à ce que disent les Russes. Il vaudrait mieux que ce soit lui qui soit candidat aux primaires et pas Hillary Clinton, c'est ça? Voilà, bon. C'est ça que vous dites. Mais aujourd'hui, c'est un autre problème. Oui, aujourd'hui, le président Obama a dit, malgré les divergences, qu'il était prêt à travailler avec Poutine et avec l'Iran. C'est quand même un infléchissement. Absolument, vous avez tout à fait raison. Jacques Sapir est l'invité du Club de la Presse. On parle de l'euro, juste après une nouvelle pause. Jusqu'à 20h, le Club de la Presse d'Europe 1 avec ce soir l'économiste Jacques Sapir face à Arlette Chabot, Catherine Ney et Axel de Tarlet. Jacques Sapir, ça fait quelque temps maintenant que vous nous dites que l'euro est une catastrophe et qu'il faudra un jour en sortir. Ce qui est plus récent, ce sont vos positions sur le Front National. Vous dites que vous ne vous interdisez pas une alliance avec le Front National si l'objectif c'est de sortir de l'euro. Vous avez oublié un mot, plutôt deux. À terme. Et c'est ça qui est important. Car, évidemment, aujourd'hui, cette alliance n'est pas possible. C'est même pas une alliance, c'est un front. Et si vous voulez, un front, c'est beaucoup plus complexe qu'une alliance, parce qu'un front, on ne le fait pas avec des amis ou des proches politiques. On le fait en réalité avec certains de ses adversaires. Un front, c'est typiquement le type d'alliance à laquelle appelle Vladimir Poutine, dans lequel se retrouvera Bachar el-Assad.
évidemment. La comparaison avec Marine Le Pen, c'est bizarre. Là, non, quand mais même. si vous voulez, ça veut dire que à un moment donné, contre un adversaire ou contre un ennemi qui est particulièrement dangereux, eh bien, on va, d'une certaine manière, se mettre d'accord, se coordonner avec des gens qui sont contre ces ennemis, même s'ils sont très éloignés de vos positions. Donc, à terme, vous allierez avec Marine Le Pen contre l'euro. À terme, si. Parce qu'elle en parle beaucoup moins maintenant de sortir de l'euro. Vous avez vu, elle l'a gommé de ses discours parce que les militants ne sont pas tellement d'accord. Tout à fait. À terme, si quoi ? Si quoi, oui. Alors, à terme, si le Front National évolue sur deux sujets qui sont très importants. Le premier, c'est la préférence nationale. Alors, je vais le dire de manière un petit peu plus compliquée, c'est la préférence nationale appliquée au secteur marchand, parce qu'on comprend très bien que dans le secteur régalien, elle est parfaitement légale et elle est parfaitement dans nos us et coutumes. Et puis, deuxièmement, c'est la question de la laïcité. Quand on se dit défenseur de la laïcité, ça veut dire aussi que l'on accepte que l'on construise des mosquées, des églises, des temples, des synagogues sur la circonscription où l'on est élu. On ne peut pas dire, j'accepte l'église, mais je n'accepte pas la mosquée. Donc là, il y a bien un problème. Mais la mère des batailles, on est bien d'accord, vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faut sortir de la zone euro, voire sortir de l'Europe, parce que pour vous, ce qui s'est passé en Grèce, c'est la démonstration qu'il n'y a pas de politique alternative, au moins pour l'instant, en Europe. Impossible. Je pense qu'effectivement, la question de l'euro est la question centrale aujourd'hui, en ce sens où elle est une condition nécessaire, mais certainement pas une condition suffisante. Le problème, c'est qu'on ne pourra poser la question des conditions suffisantes qu'une fois que la condition nécessaire sera remplie. Maintenant, quant à l'Union européenne... Alors, je dis qu'il faut sortir de l'euro parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'euro est en train d'étrangler les économies des pays du Sud et l'économie française. Et je pense qu'en réalité, la France est un pays qui tient plus au Sud, disons, elle est plus proche en structure industrielle de l'Italie qu'elle n'est proche de l'Allemagne. Mais une sortie de l'euro pour faire la même politique qu'avec l'euro n'aurait pas de sens. Alors, il faut sortir de l'euro parce que de toutes les manières, si on n'en sort pas, on ne pourra pas faire une autre politique. Mais il faut aussi à ce moment-là comprendre que cette autre politique doit être définie. Autant que possible, elle doit être définie avant la sortie de l'euro. Et c'est bien pour cela que je dis, la sortie de l'euro est une condition absolument nécessaire. Elle n'est pas une condition suffisante. C'est le plan B que proposait Varoufakis, par exemple, en Grèce ? Le plan B de M. Varoufakis portait précisément sur la construction d'une monnaie parallèle qui aurait donné à la Grèce 2 à 3 semaines de répit pour pouvoir continuer à négocier. Ça veut dire que le grand pari de l'euro, qui est de se dire, vu du Brésil, vu de Shanghai, vu de Vancouver, finalement, les Français, les Belges, les Allemands sont grosso modo à peu près dans le même bain, et c'est pas complètement idiot pour peser que d'avoir la même monnaie, une même banque centrale, etc., de s'unir pour peser dans le monde. Ce pari, vous pensez que non, nous sommes irrémédiablement différents des Belges, et donc nous ne pouvons pas vivre avec la même monnaie. Et je dis les Belges parce que c'est un peuple très proche, mais voilà, entre Européens, quoi. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que qu'est-ce qui permet dans un pays où il y a des régions qui, évidemment, ont des situations extrêmement différentes, qu'est-ce qui permet à ce pays d'avoir la même monnaie ? Eh bien, c'est le fait qu'il y a des transferts budgétaires extrêmement importants entre les différentes régions de ces pays. Aujourd'hui, si vous habitez l'Île-de-France, eh bien, une partie de vos impôts va, que ce soit vers le Massif central, vers le Limousin, vers la Creuse, voire même une partie des départements du sud de la France, et on trouve ça tout à fait normal. Alors, transposons cette question au niveau de la zone euro. Qu'est-ce que ça représenterait ? Ces transferts, je parle là des transferts nets, autrement dit, de la différence entre ce que vous payez à une caisse, qui serait par exemple un budget de la zone euro, et ce que vous en recevez. Donc, en termes de transferts nets, il faudrait de 300 à 350 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, quel est le niveau des transferts nets dans l'Union européenne ? Donc, un ensemble qui est pourtant nettement plus grand que la zone euro, c'est 47 milliards d'euros. D'un côté, 47 milliards d'euros, de l'autre, 300 à 350 milliards d'euros. Mais rapporté à un PIB de 10 000 milliards, donc ça n'est jamais que 3%. C'est pas... Mais le problème, c'est qu'on parle ici de chiffres nets, et évidemment, pour obtenir ces chiffres nets, il faudrait avoir des chiffres bruts beaucoup plus importants. Si on regarde qui pourrait payer
c'est 300 à 350 milliards. On voit que l'essentiel du fardeau reviendrait sur l'Allemagne. C'est absolument logique, car l'Allemagne aujourd'hui tire tous les bénéfices de l'euro, en particulier parce que ça lui permet d'avoir une monnaie qui est très dépréciée par rapport à ce que serait un Deutschmark s'il avait été maintenu. On sait qu'un Deutschmark, s'il avait été maintenu, se situerait entre 1,40 $, 1,50 $, avec un euro à 1,12 $, 1,13 $. On voit la différence. Bien. Ça veut dire que l'Allemagne devrait aujourd'hui contribuer aux pays du Sud à hauteur de 8 à 12% de son PIB tous les ans. 8 à 12% de sa richesse. Est-ce qu'il est aujourd'hui raisonnable de penser que l'on doive demander cela aux Allemands? Je dis simplement... il n'y a pas de solidarité européenne. Voilà, c'est pas qu'il n'y ait pas de solidarité européenne, c'est que le niveau de solidarité exigeant est beaucoup trop important. Et c'est tout à fait normal. Moi, si j'étais allemand, je dirais non, je ne veux pas payer... un tel alors niveau. C'est quoi le scénario? Comment on fait pour sortir de l'euro? Alors, si vous voulez, il y a deux scénarios possibles. Il reste une monnaie commune ou non, pas? alors après, la question de la monnaie commune, bon, je sais, il y a beaucoup de gens qui en parlent, j'en ai fait partie à un moment donné, mais je vais vous dire, la monnaie commune ne pourra exister qu'une fois que l'on sera revenu à nos monnaies nationales. C'est un système de coordination monétaire entre diverses monnaies visant à faire que les monnaies ne fluctuent pas de manière trop erratique les unes par rapport aux autres. Bien. Comment peut-on sortir de l'euro? En fait, il y a deux solutions. Il y a évidemment la solution catastrophique. Un pays, et autant que possible un grand pays, c'est-à-dire un pays qui pèse lourd, l'Italie, ou la France, ou l'Espagne, décide qu'il ne peut plus supporter la charge que lui impose l'euro et qu'il doit sortir. Je signale par exemple qu'en Italie, les problèmes sont extrêmement graves. La dette italienne est supérieure à la dette française, alors que c'est un pays qui a grosso modo 25% de moins de PIB que nous. Donc, alors que nous sommes autour de 97% du PIB en termes de poids de la dette, l'Italie, elle est à 120, 125%. Ça, c'était le cas avant l'euro. Non, c'était déjà le cas, mais bon. Donc un grand pays décide de quitter l'euro. Et là, immédiatement, on voit que les autres pays sont obligés de suivre. Si l'Italie sort et dévalue, nous serons obligés de sortir. Ou alors, et c'est évidemment la solution que j'appelle de mes voeux, parce que je suis un économiste et que l'économiste est évidemment partisan de solutions raisonnables. Vous n'avez pas la même position selon que vous êtes économiste ou politique, c'est bien connu. Bon, mais l'économiste que je suis appelle à une dissolution concertée de la zone euro, c'est-à-dire que les différents pays qui sont membres de la zone euro décident de mettre fin à l'expérience et de mettre fin en commun, ce qui permettrait d'ailleurs de conserver certaines des institutions qui existent dans la zone euro, comme par exemple la question de l'union bancaire sous une autre forme, comme par exemple la BCE qui évidemment n'aurait plus ce rôle de banque centrale, mais pourrait jouer un rôle très important de coordination au niveau des taux de change des différentes monnaies retrouvées. Donc, si vous voulez, je ne suis pas du tout partisan de... Vous créez une panique bancaire immédiatement. Si vous dites l'euro se termine à la fin de l'année, tout le monde retire son argent et place tout en Allemagne avant la dévaluation. Attendez. Donc derrière, vous créez un cataclysme. En fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on a redouté en Grèce, le fameux bank run, si vous avec voulez, des files d'attente devant la banque. Cette sortie de l'euro, elle sera décidée très vite. Le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end. En catimini. Qui gagne politiquement. Qui gagne? C'est l'Allemagne qui gagnera. Oui, mais alors il faudrait prendre par surprise. Oui, bien sûr. Quoi? Mais qui gagnera vraiment? Mais c'est pas très démocratique. On a fait déjà tant de choses de manière non démocratique. Non, ce que je pense, c'est qu'il est extrêmement important. Et là, il faut aussi être un petit peu raisonnable. Il faut comprendre qu'il y a un temps des marchés financiers qui n'est pas, malheureusement, je suis le premier à le regretter, mais qui n'est pas le temps de la démocratie. Et c'est pour cela que je parle évidemment des pouvoirs d'urgence dans le cadre français, mais aussi dans le cadre d'autres pays. Vous savez, à la veille du référendum, mais à la veille, c'était dans la nuit du 4 au 5, des gens de l'équipe de M. Varoufakis m'ont contacté, donc j'étais déjà en contact avec eux, mais là ils m'ont contacté, ils m'ont dit on a un vrai problème, si le non l'emporte, ce que nous pensons, on aurait besoin de réquisitionner la Banque de Grèce. J'ai dit, oui, vous pouvez le faire, mais à ce moment-là, il va falloir que vous décidiez l'état d'urgence en Grèce, parce que là, on voit bien que pour que l'État ait les moyens légaux, si vous voulez, de reprendre la main sur la Banque centrale, il doit s'abstraire du fonctionnement normal des institutions. Et la deuxième chose que je leur ai dit, c'est si vous faites cela, sachez-le, ça sera immédiatement l'affrontement avec la Banque centrale européenne et vous serez sortis de l'euro
dans les 3 jours ou à la fin de la semaine qui viennent. Bon, ce qui est intéressant, c'est que les gens de l'équipe de Varoufakis sont allés voir le ministre. Ils ont dit, écoute, on est prêt à assumer cela, mais on sait ce qui s'est passé et on sait que dans la nuit du 5 au 6, Alexis Tsipras a choisi autre chose. Oui, mais vous savez bien que si vous voulez supprimer l'euro par surprise un week-end comme ça veut dire que 17 pays décideraient ça et qu'il y a toujours des fuites et que l'opinion serait avertie. Aujourd'hui, le secret n'existe plus. L'opinion ne le veut pas. Et l'opinion ne le veut pas. Sur ces 17 pays, si l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne décident de mettre fin à la zone euro n'existe plus. Et vous l'imaginez pour quand ça? Pas à court terme, quand même. Pas le week-end prochain, dites-moi. Pas le week-end prochain, bien sûr, mais il est très clair que l'ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés, le fait que nous serons à nouveau confrontés à une crise grecque dans un mois et demi, parce que on voit très bien, là les informations que j'ai qui viennent du système statistique grec montrent qu'il y a un effondrement complet de l'économie en Grèce depuis le mois de juillet, les problèmes du Portugal, où à nouveau on se retrouve avec un déficit budgétaire de 7,6%. Donc voilà. Bon. Et donc, à quelle échéance ça pourrait se passer d'après vous? Je pense que la question de la sortie de l'euro se posera de manière extrêmement importante avant 2017. Vous dire quand, je ne peux pas vous dire. Une chance que Marine Le Pen de gagner l'élection présidentielle. Ah bah tiens, Marine Le Pen, on va en reparler. Juste après la pause. Jacques Sapir est l'invité du Club de la Presse. À tout de suite. Et avec l'économiste Jacques Sapir, interrogé ce soir par Catherine Ney, Arlette Chabot et Axel de Tinlay. Jacques Sapir, quand on a été un soutien de Jean-Luc Mélenchon, qu'on a fait partie du Front de Gauche, et que alors quand on a soutenu le Front de Gauche de Jean-Luc Mélenchon, et que d'un seul coup on se met à dire, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, qu'à terme il faudra faire une alliance. À terme, une alliance avec Marine Le Pen. Ou quand vous tweetez le 23 août dernier, le Front National n'est pas un parti fasciste. Est-ce que tout ça vous a fait complètement changer de copain? Est-ce que vous n'avez plus les mêmes bandes? Est-ce que vous partez en week-end avec les mêmes amis qu'avant? Non. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup ému, ça a été le nombre de messages de soutien que j'ai reçus, alors que ce soit des MP sur Twitter, des mails, des choses sur Facebook, etc. Il y en a eu pratiquement aujourd'hui plus de 300 ou 350. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cadres locaux, régionaux, que ce soit au Parti communiste, des responsables départementaux, que ce soit au Parti de gauche, aussi dans les syndicats. Beaucoup de gens qui ont des responsabilités, alors une fédération départementale, etc., qui m'ont dit « Vous avez raison, on vous soutient, ne vous laissez pas impressionner par ces gens, il faut qu'on travaille dans cette direction. » Mais vous n'êtes pas le nombre de gens qui vous ont engueulé. Il y en a pas. À la tête de ces mouvements, ils sont demandés quand même... Clémentine Autain et les responsables du Front de Gauche qui vous ont dit mais qu'est-ce qui lui arrive, il est devenu fou. Surtout si c'est à terme, pourquoi le dire maintenant? Mais parce que, si vous voulez, il faut commencer à poser les questions, il faut anticiper. Ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que la politique réside beaucoup dans l'art de l'anticipation. Et il faut anticiper aussi pour mettre des barrières qui soient crédibles sur la question du passage de certaines personnes vers le Front National. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que parce que l'on est uniquement dans un discours de théologie, le Front National, vous, c'est pas bien, etc., que l'on n'explique pas pourquoi, quelles sont nos divergences, en particulier sur des points concrets, comme par exemple la préférence nationale dans le secteur marchand, comme la question de la laïcité, eh bien, je pense qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de militants de gauche qui se disent ce grand discours, cette espèce de soupe très idéologique, ça ne tient pas. Et donc, on va aller avec ceux qui sont réellement pour rompre avec l'euro et avec l'Europe. Et je dis que c'est cela qu'il faut d'une certaine manière empêcher, ou en tous les cas, et qu'il faut se donner les moyens de l'empêcher, en fixant des perspectives claires et en disant, tant que le Front National reste sur ses positions actuelles, il ne sera pas possible de travailler avec lui. Mais si le Front National évolue, là, évidemment, la question reste ouverte. Mais en fait, vous lui tendez une énorme perche à Marine Le Pen, parce que vous lui dites, alors, vous voulez gagner en 2017, puisque vous nous dites qu'au fond, la fin de l'euro, ça peut être avant. Si vous voulez gagner en 2017, eh bien voilà, les 2 points sur lesquels vous devez changer. Et si vous changez, vous avez des hommes
brillants, intelligents, de gauche, comme moi, économistes, intellectuels, universitaires, qui pourront vous rejoindre. Attendez, Nous ferons une alliance. C'est ça, c'est une énorme perche quand même. Il n'est pas question de rejoindre le Front National. De créer un grand front commun. Oui, c'est différent, c'est très différent. Vous savez, le modèle de ce front commun, c'est l'alliance anti-japonaise, c'est le Front uni anti-japonais de décembre 1936, où vous aviez d'un côté le Parti communiste chinois et de l'autre côté le Kuomintang, qui avait mis 10 ans plus tôt les militants du Parti communiste chinois dans les chaudières des locomotives. Bon, voilà, comme amis, on fait quand même nettement mieux. Bien. Donc, le fond du problème aujourd'hui, ça consiste à dire est-ce que le Front National va continuer son évolution ou pas? Surtout dans quel sens va-t-il évoluer? Car je constate qu'il y a aussi des tendances à une évolution vers des thèses identitaires. Et là, évidemment, cela condamnerait complètement toute possibilité de front avec le Front National. Mais il est clair aussi que si le Front National évolue, mais d'une certaine manière, c'est la démocratie qui est gagnante. Si le Front National abandonne son idée de préférence nationale appliquée dans le secteur non marchand, s'il vient sur une position réellement républicaine sur la laïcité, qu'avons-nous à y perdre? C'est ça la question que je pose. Qui porte le front? Parce que ça sera qui? Jean-Luc Mélenchon, en ce moment, va chercher du côté des intellos. Michel Onfray pourrait porter ce front demain, être candidat d'élection présidentielle. Honnêtement, ça s'incarne quand même front très large comme celui-là. Je comprends bien pourquoi vous posez cette question. Et vous Parce êtes que les intellectuels sont dans le débat et on dit qu'il n'y a plus de politique. Si vous êtes tout à fait dans votre rôle de poser ce genre de questions. Mais moi, ce n'est pas mon rôle de vous y répondre. Moi, je suis un économiste et, si vous voulez, je n'ai pas d'ambition politique, je le dis très nettement. Et donc, de ce point de vue-là, je laisse aux dirigeants politiques le soin d'être à la hauteur de leurs responsabilités. Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas sortir de l'euro. Pourquoi? Alors, il ne va pas au bout de ses idées, selon vous? Je pense que Jean-Luc Mélenchon a publiquement un discours assez différent du discours qu'il a en privé, mais il n'est pas le seul d'ailleurs, et je ne lui en fais pas le reproche. Mais je pense que la véritable question... En privé, il dit qu'il faut sortir de l'euro, mais il n'ose pas le dire publiquement. Il dit que, soit on arrive à faire un véritable fédéralisme, et comme on n'y arrivera pas, il faut en tirer les conséquences. Et sortir de l'euro. Bien. On a l'impression que ce qui vous a séduit chez Marine Le Pen, vous le dites dans un papier, c'est qu'un jour vous étiez dans une émission à côté d'elle et que dans ses dossiers, elle avait tous vos papiers. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, si vous voulez mais ça s'est quand même passé comme ça. Oui, effectivement, c'est que ça s'est passé comme ça. Tous vos articles et donc je vois et je me dis, bon, il va falloir que je trouve autre chose parce que je ne vais pas pouvoir faire référence au papier que j'ai publié parce qu'à ce moment-là, elle va immédiatement dire, ah oui, mais je suis d'accord avec Monsieur Sapir. Mais il y a un tout petit problème quand même, c'est que les opinions publiques, pourquoi Tsipras a changé d'avis? Parce que les Grecs veulent rester dans l'euro. On voit qu'il y a une majorité de Français qui souhaitent aussi. Donc c'est à vous de convaincre les opinions publiques qu'il faut sortir de l'euro auquel ils sont attachés. Les électeurs du FN veulent rester dans l'euro. Si vous voulez, sur la cas de la Grèce, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que vous avez eu un non au référendum à 62%. Oui, mais un non aux mesures d'austérité, pas un non à l'euro. 80% des Grecs veulent rester dans l'euro. Oui, non, c'est pas 80%. C'est une large majorité. Non, actuellement, c'est plutôt de l'ordre de 50-35, 50-40. Bon, il y a toujours des gens qui veulent évidemment rester. Mais pourquoi? C'est très normal, parce que les gens ont peur de l'inconnu. Et ils considèrent, et tout est fait d'ailleurs pour leur dire ça, leur dire, si on sort de l'euro, on va dans l'inconnu. Et je pense qu'il faut bien expliquer que non, une sortie de l'euro, ce n'est pas un saut dans l'inconnu, on sait très exactement où on va, et il va falloir justement arriver à répondre à cette peur. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'aujourd'hui, le discours de la peur, c'est pas Marine Le Pen qui le tient, ce sont les gens qui défendent l'euro qui le tiennent. C'était la conclusion de Jacques Sapir, économiste hétérodoxe, comme je vous ai présenté tout à l'heure, et professeur à le HESS, invité ce soir du Club de la Presse. Merci beaucoup, avec Axel de Tarlet, Catherine Ney et Arlette Chabot. Demain, c'est le patron de la CGT.